Eh bien, merci beaucoup. On a essayé de... On ne voulait pas laisser entendre que c'était une émission de télé qu'on faisait, mais effectivement, on essaie de bien faire les choses à la fois en termes d'image et en termes de son, et c'est très précieux pour nous. C'est une nouvelle rencontre qu'on vous propose avec une professionnelle en direction des publics, notamment des étudiants. Et aujourd'hui, on est physiquement à l'école ACFA, l'école multimédia de Montpellier. Je remercie Cédric de Wavrechin et à toute l'équipe de l'école pour son accueil, pour cette réalisation. Et à vous, les étudiants derrière vos caméras, Elisabeth Courbion et Élodie Carreteil. C'est avec vous, notamment, et avec vos collègues aussi, qu'on a conçu le contenu de cette rencontre. Vous avez lu les dossiers. Vous avez vu des films produits par French Kiss, par Alice Baldo, vous avez consulté aussi différents sites et vous avez proposé aussi un déroulé pour cette rencontre qui va durer 1 heure avec donc Alice Baldo. Et l'objectif est donc à la fois de mieux connaître ton parcours, découvrir ton métier et à travers tes propos, découvrir les métiers de la production et de la post-production. Pour mémoire, cette rencontre s'inscrit dans un cycle consacré à des films en fabrication. Et tout récemment, nous avions eu un échange. Et donc là, je vous montre quelques images de rencontres passées en partageant mon écran. À l'image, vous avez à la fois Nina Faure, qu'on a invitée tout récemment à parler de son film Le plaisir féminin, film produit par CP Productions. Donc là, il faut qu'on bascule, hein, si je vous suis bien, on bascule sur mon PowerPoint avec les images de Nina à l'instant, les images ici de Yael Fogiel, qui a produit le film Serre-moi fort, réalisé par Mathieu Amalric. Et donc tout récemment, elle aussi nous a parlé du film qui a été tourné du côté de Saint-Gaudens notamment, et qu'on espère voir à la rentrée, distribué par Gaumont. Et puis il y a 2 jours, avec Dadja Arek, on a pu parler de plusieurs films en cours, notamment de son documentaire Debout payé, écrit et inspiré du livre de Gauze. Et Gauze était présent pour nous parler de ce livre et Dadja a parlé de différents aspects également de son parcours. Et rappeler aussi que cette rencontre s'organise en partenariat avec la Cinémathèque du documentaire, avec la région et avec la DRAC Occitanie. Et les étudiantes qui ont travaillé sur cette rencontre ont fait cette proposition donc, de démarrer sur ce film-là, sur Agathe Gaillard. Elles ont vu le film de Jean-Paul Fargier et Geneviève Morgan, et elles ont beaucoup apprécié le film. Et l'intention du film, que nous on a identifié, à savoir qu'on comprend, faire découvrir des photographes à travers le travail d'une galeriste, votre réaction à vous deux a été d'aller voir le travail de ces photographes. Ça vous a donné envie d'en savoir plus. De manière presque objective, on pourrait dire que c'est une réussite, hein, c'est-à-dire entre l'intention du réalisateur, de la co-réalisatrice, de la production. Comment ce film s'est produit? Comment ce projet est né? Et comment une idée devient un projet et un projet devient un film? Alors ce film, ça a été un des premiers films, on va dire, où c'est une envie de production aussi. Jean-Paul Fargier, moi je lisais ses écrits aux Beaux-Arts. Il intervenait aux Beaux-Arts, je connaissais son cinéma, j'étais très touchée par les portraits qu'il faisait, notamment sur Bill Viola. Il avait fait un portrait qui était très chouette, que j'aimais beaucoup. Une rencontre, donc Jean-Paul Fargier vit en Occitanie, enfin vivait entre l'Occitanie et Paris, et on nous a proposé, il est venu nous proposer donc ce projet sur Agathe Gaillard, qui avait un lien avec la région parce qu'elle est originaire, je crois, de Sommières. Oui. Enfin voilà, je ne sais pas exactement, mais elle est originaire d'ici. Et c'était... alors tu m'arrêtes parce que du coup je vais Je t'en prie. Non, c'est parfait. On va s'approcher du moment où tu le lis, vous vous rencontrez, il est là physiquement. Oui, et puis c'était un sujet où moi, donc Jean-Paul, j'avais déjà vu beaucoup de films. Il était en train de faire un film sur Paulet, que j'aimais beaucoup, ce cinéaste. Donc je trouvais ça hyper intéressant, sa façon dont il avait de traiter le travail d'un autre cinéaste. Et bien sûr, il y avait tous ces photographes qui avaient baigné mes études des Beaux-Arts. Et du coup, ça me faisait énormément plaisir de rencontrer quelqu'un, donc Agathe Gaillard, là pour le coup, qui est la galeriste, qui avait des petites histoires avec chacun de ces photographes, qui nous permettait de rentrer encore plus dans le travail des photographes et dans la photo du coup. Là, à l'image, on a Manuel Alvarez et André Kertész,
effectivement. Donc Avec Agathe au milieu. Et ici avec Édouard Bouba. Et alors la naissance du projet, alors comment ce projet donc, est devenu un film qu'on a pu voir? Alors Jean-Paul est venu nous voir avec l'envie il était très fasciné par, enfin il est toujours d'ailleurs, par le travail d'Agathe Gaillard. Ouais. Donc première femme à faire une galerie photo à Paris, enfin en tout cas à vendre de la photographie, donc à la faire rentrer dans le marché de l'art. Parce que jusqu'à présent, elle vendait des petites cartes postales de photographes et elle a bien vu que c'était un grand succès, donc elle s'est dit je vais afficher ces photos en grand, je vais faire une histoire entre toutes ces photos, je vais lier des photographes, je vais créer un univers où les gens pourront rentrer dans l'univers de ces photos. Donc il y avait vraiment cette rencontre, Jean-Paul et Geneviève étaient très proches de Agathe Gaillard. Ouais. Et il y avait cette fermeture de cette galerie qui devait arriver, c'était une histoire assez triste parce que la galerie, il n'y avait pas de repreneur. Et ça avait été la première galerie photo, je ne sais plus, pendant 40 ans, je crois, où elle a exposé des photos. Donc voilà, donc c'est parti de là. Et après, la grosse question, c'était quel film on va faire avec cette histoire-là? Est-ce qu'on fait un film où elle nous montre des photos, elle raconte, voilà. Et il y a eu l'idée de faire cette dernière exposition, qui était une super idée de Jean-Paul et d'Agathe aussi, et de dire, bon ben voilà, je choisis les photographes dont j'ai envie de parler, je choisis l'ordre, je choisis, voilà, et je raconte ma vie de galeriste à travers cette rencontre de photographes, et elle nous a montré les photos enfin en tout cas les photographes qu'elle aimait le plus, quoi. Et on la voit effectivement physiquement installer ses photos et commenter chacune d'entre elles. Aller chercher dans ses archives. Et puis, je ne sais plus quel âge elle a à l'époque du film, mais voilà, c'est une dame qui a eu une longue carrière. Ouais. Et c'est très beau de la voir comme ça, fouiller, quasiment enlever la poussière des photos pour les sortir et nous raconter toutes ces histoires autour de ces photographes. Et un des plaisirs du film, c'est aussi de voir des photos plein écran. Alors j'ai eu la chance de le voir aussi sur grand écran, donc d'avoir ces images sur grand écran, c'est aussi un des grands plaisirs comme ça de spectateurs. Là, quand à l'image, on a cette partie du générique, alors mes deux étudiantes m'ont posé la question et je te la transfère. Cette question-là des ayants droit, et c'est vrai que ça donne un petit peu le vertige. C'est un tel feu d'artifice de photos, d'images, de différentes périodes, différents pays, différentes personnes. Comment ça concrètement, comment ça s'est discuté, négocié? Et en lien avec ça, j'avais aussi... Mais je te laisse répondre, j'ai une autre question après. Ça a été le plus gros travail, le plus gros enjeu de ce film-là. Ça a été un très gros travail de production à faire pour retrouver les ayants droit, déjà retrouver les photos, retrouver les ayants droit, contacter les ayants droit, donc qui appartenaient soit aux institutions ou c'était les veuves. Enfin voilà, il y avait des cas de figure complètement différents, donc il a fallu faire une enquête, on va dire, sur tout ça. La force, on n'aurait jamais pu faire ce film-là si Agathe n'avait pas eu des relations encore très très privilégiées. Ça a facilité les échanges. Avec les ayants droit, oui, avec même des photographes encore vivants. Ouais. Si aussi évidemment Jean-Paul Fargier n'avait pas des contacts aussi parallèles à Agathe qui nous ont permis d'avoir énormément de photos gratuites. Okay. Voilà, ou alors avec une somme dérisoire. À part quand on attaquait Gamarofo ou voilà, tous ces gros, la MEP, tout ça, où là, du coup, il a fallu négocier les droits et on a eu une grosse partie du budget de production qui est allé dans l'achat de cessions de droits. Et ce qu'on comprend aussi, ce qu'on devine, c'est qu'à la réalisation, c'est naturel, mais aussi à la production, quand vous travaillez sur un projet, vous devez de devenir spécialiste aussi, vous découvrez un milieu, et vous devenez spécialiste aussi de ce milieu. Oui, là, la question du droit, moi, c'était la première fois. Et alors, en ayant fait des études aux Beaux-Arts, évidemment que c'est bien une question que je n'avais jamais entendu parler, malheureusement. Mais ouais, ça a été une vraie découverte. J'ai découvert ce que c'était qu'un ayant droit. J'ai découvert ce que c'était que d'une négociation. Et d'ailleurs, il s'est passé un truc assez fou c'est-à-dire que le film a été acheté très rapidement
par France 3, Occitanie, parce qu'il y avait une empreinte quand même territoriale Ouais. avec Jean-Paul, avec Agathe, que c'était une histoire assez chouette, qu'à l'époque aussi, il y avait quelqu'un qui avait un grand intérêt pour la photographie, enfin qui est toujours d'ailleurs, Laure Cornejo, qui avait un grand intérêt pour la photographie, et du coup qui a beaucoup apprécié ce film. Mais c'est un film qu'on n'a pas pu vendre ailleurs après, parce que on était jeunes producteurs, et moi j'ai négocié les droits uniquement pour la vente France 3, parce que je ne connaissais pas l'amplitude que je pouvais avoir, ni au niveau du budget, ni au niveau de la vente après, de la deuxième diffusion et tout ça. Et en fait, il se trouve que le film, j'ai pas pu le vendre à d'autres après, donc il a eu 1, 2, 3 diffusions à France 3 et TV5 Monde, parce qu'ils sont en lien. Mais j'ai pas pu le vendre jusqu'à aujourd'hui où je me replonge. Et si ça se présentait, il s'agirait de repartir à zéro en termes de négociation. C'est ça, ouais. Et évidemment que ça aurait été bien plus simple de négocier des droits un peu plus larges, mais n'ayant pas d'expérience dans ça, on a avancé petit à petit. Bon, voilà, donc ça a été une grosse question de production qui m'a appris plein de choses pour les précédents films. Oui, et ça, on l'a souvent entendu de la part de productrices, producteurs, d'apprendre au fil des films et de découvrir aussi. J'ai un souvenir d'échange avec Nathalie Combe, à l'époque à propos de Cosmographe, et qui expliquait qu'à la fin d'un projet, elle avait le sentiment qu'elle pourrait presque en écrire un ouvrage. Quoi. Exactement. Enfin, voilà. Oui. Donc, ça, tu découvres plein de nouvelles choses et des questions. En fait, tu découvres des questions que tu te poses du coup très rapidement sur les productions d'après. Parce que tu te dis que forcément tu vas te reconfronter, il vaut mieux se les poser maintenant qu'une fois que les choses sont enclenchées. Bon, je pense que ce que tu viens de dire fait partie des phrases aussi didactiques qui seront bien entendues par les étudiants et étudiantes qui assistent et qui suivront la rencontre. À l'image, on a 3 visages. Jean-Paul Fargier, Grégory Lassalle, Anna Zisman. Et la question qu'on se posait pour préparer la rencontre avec les étudiants, c'était la rencontre avec les personnes, l'évolution des projets producteurs, diffuseurs, évolution dans vos échanges à vous, à la production et à la réalisation, et avec les diffuseurs. Si on prend donc Agathe Gaillard, on vient d'en parler un petit peu, Une vie meilleure, la vie en YouTube, même question sur la naissance du projet, comment une idée devient un projet, comment un projet devient un film. Alors, Une vie meilleure, c'est vraiment une rencontre avec Grégory Lassalle, qui est un réalisateur aussi d'ici, un réalisateur très militant, qui a énormément écrit dans le monde diplomatique sur la question du gaz de schiste, entre autres. Ça a été une vraie rencontre de réalisateurs où je me suis dit, c'est vraiment quelqu'un qui peut porter des projets très ambitieux avec une empreinte politique assez importante. C'était des projets aussi à l'international. C'était un des premiers projets, tu parlais de Nathalie Combe, mais avant il y avait eu El Perdido qui avait été coproduit avec Nathalie et 2 sociétés d'EDM visuel à Gérone et Pantala Partida à Madrid. Ça a été un de nos premiers projets à l'international, mais on était coproducteurs minoritaires. Voilà, donc là, ça a été un premier projet qu'on a pris, nous, en production déléguée et qu'on a porté à l'international. Donc ça se tourne en Patagonie et Grégory. Enfin, moi, ça a été une vraie rencontre sur son travail parce que c'est quelqu'un qui, à travers en fait, des rencontres et des trajectoires, il pose la question, des questions beaucoup plus larges. Hein. Donc là, c'était la question du gaz de schiste. En gros, c'est une industrie qui arrive, qui se pose sur un territoire et qui laisse pas grande... Enfin, en tout cas, les gens qui habitent sur ce territoire, soit ils travaillent pour cette industrie, soit ils s'en vont. Voilà, donc la marge de manœuvre est toute petite. Ouais. Et voilà, Grégory se pose la question de quelle est la marge de manœuvre des gens quand ils sont dans un contexte comme ça très étroit. Et ça a été, moi, c'est un travail qui m'a beaucoup, beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé travailler avec Grégory. Ce film-là, ça a été aussi une rencontre avec un coproducteur, avec Sanofi Productions, Jean-Marie Gigon, qui a été pour moi ça a fait partie des rencontres hyper importantes dans mon métier de producteur parce que c'est quelqu'un qui avait une belle expérience. Grégory, c'est quelqu'un qui n'avait jamais travaillé avec des productions. Et c'est vrai que heureusement que Jean-Marie était là pour nous aider un peu à accompagner Grégory dans
dans un schéma plus classique de financement, de dossier, de diffusion. Voilà. Et à ce moment-là, le projet évolue nécessairement? Il évolue, il a beaucoup évolué, et ça m'a beaucoup... je me souviens, on a eu énormément de discussions. C'est BIP TV, oui, c'est BIP TV le diffuseur de ce... Donc c'est un petit diffuseur, quand même. Tu le dis un peu doucement, c'est ça? Je le dis BIP TV tout doucement. Non, mais c'est un film qui a rencontré un grand succès en festival. Ouais. Grégory porte vachement bien ses films, il les présente super bien parce qu'il est très animé par son travail. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué de trouver un diffuseur. Et il y a eu des questions avec Jean-Marie qui avait beaucoup plus d'expérience que moi à l'époque pour essayer de trouver des axes recentrés sur les personnages. Voilà, il y avait beaucoup de personnages. Là, ça s'est recentré sur, je crois qu'il y a 4 personnages. Enfin voilà, on a fait ce travail évidemment en fonction des retours qu'on avait des lectures de dossiers, quoi. Et avec Anna Zisman? Et avec Anna, ça c'est une super rencontre avec Anna. D'ailleurs, on se voit régulièrement pour échanger juste sur la vie en général et sur le métier de production et elle de réalisation et ce métier si difficile. Mais avec Anna, ça a été une rencontre avec Anna et avec Sister Productions, avec Julie Paratian qui portait le projet aussi et qui travaillait avant avec Anna. Et ça, c'était un peu un retour aux sources sur mon travail des Beaux-Arts aussi. J'avais envie de faire un film beaucoup plus expérimental, de faire un film avec des enjeux financiers, j'entends, moins gros, et puis de se faire plaisir sur un travail de recherche plus. Donc, mais Anna, j'aimerais beaucoup refaire des films avec. Et alors sur ce travail de recherche et sur ce désir aussi de la singularité, d'une approche aussi plus singulière, je ne peux pas le dire autrement, plus sensible aussi, et malgré tout l'envie, comme pour tout le monde, de toucher un grand public, quel est le point d'équilibre? Et est-ce que par moment, quelle question ça vous suscite, ça vous procure? Ça, je dirais, c'est le nœud du problème de produire des films quand on aime le cinéma et qu'on a envie de faire des choses aussi. C'est super difficile. C'est très difficile. Là, on parlera d'Effondrement tout à l'heure, qui est un film qu'on porte depuis quelques années avec une grosse empreinte, qui est porté en tout cas par un réalisateur auteur, vraiment, et on se confronte, à des problèmes de diffusion et à des... Donc ça, je sais pas, moi je dirais que c'est au fil des productions où on décide peut-être de faire moins de films risqués ou de faire plus de films vendables ou de faire... ça c'est une grande question, je sais pas trop, je pourrais pas te répondre. Ah oui, j'imagine, mais ce sont des questions et vous êtes confronté à ça régulièrement. Qui en général te tord les boyaux évidemment, parce que tu as envie de faire des films, tu as envie de faire les... Enfin, moi, j'ai envie de faire du cinéma pour parler de questions qui m'intéressent, pour soulever des questions, pour... voilà, et j'ai pas envie forcément de faire des films pour qu'un plus large public le voit. Ça, donc, c'est aussi des fois difficile. Mais on peut effectivement faire un focus là, sur Effondrement, le film de Damien Faure, et sur cette question du film en fabrication. C'est toujours très précieux pour nous tous, à la fois d'amener le public avec nous et de nous plonger nous-mêmes dans la fabrication du film pour découvrir son sujet, son approche, son parti pris esthétique, les étapes de production, mais aussi pour partager des doutes, des hésitations. C'est assez précieux et c'est là où je vous remercie à chaque fois quand vous acceptez de le faire, de vous montrer dans un moment un peu fragile, de fragilité, de l'assumer, de le partager. Et pour nous, c'est très précieux, encore une fois, dans la fabrication de films. Et la symétrie du documentaire, il y a cette logique-là de nous amener au cœur, comme ça, des interrogations quand un film se fait. Là, on a juste quelques extraits du dossier que vous nous avez gentiment passé. Et Elisabeth a eu ce réflexe qui a changé, d'ailleurs, en lisant. Ah oui. Qui a changé entre l'envoi et... Comme quoi les dossiers changent en permanence. Les dossiers évoluent. Pourquoi il a changé pour une nouvelle nouvelle lecture, pour une stratégie différente. Alors là, j'ai plus, mais je vois que c'est pas... Oui, on a recentré en fait les lieux, on a recentré sur les personnages. C'est aussi une discussion avec Arte qui nous a fait faire ça. Et puis c'est à force de travailler, on part comme ça, et puis petit à petit, on arrive à recentrer avec les envies des réalisateurs,
le travail d'écriture avec eux, enfin tout ça c'est très long et ça met beaucoup de temps. Donc tu vois, ça fait une semaine le dossier. Je crois que là, celui que j'ai, c'est le dernier. C'est terminé. Et Elisabeth, donc en voyant le dossier, a eu cette remarque en disant le film commence là. C'est par ça, c'est par ce dossier qu'on rentre et qu'on peut potentiellement rentrer dans l'aventure du film. Quelles sont les étapes de production? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Là aussi, rencontre et naissance du projet. Et puis aussi, peut-être un mot que je trouve intéressant sur fabriquer un objet, fabriquer un dossier, le fait de présenter, d'attirer, de séduire les personnes, les lectrices et les lecteurs. Alors, la rencontre avec Damien Faure, elle s'est faite à Vision du Réel. On est allé à Vision du Réel comme chaque année. On aime bien ce festival avec Marie Baldo qui est ma sœur et avec qui je coproduis des films et notamment celui-ci. Donc ça a été une vraie rencontre, hein. On s'est assis dans une salle, on a vu un film de Damien, je ne sais plus lequel c'était, mais je pense que c'est Espace Intercalaire ou Milieu, enfin c'est ces deux précédents films. Et je me suis pris une claque de réalisation. Je me suis dit waouh, c'est un très très beau film, un très beau cinéaste. C'est un très beau travail. Voilà, donc on a cherché à le rencontrer. Il n'était pas présent à Vision du Réel, mais c'est quelqu'un qui est souvent diffusé dans ce festival, qui suit énormément. Et on est rentré en communication avec lui. Il nous a proposé 2 films, un long métrage de fiction franco-japonais. Je ne vais pas vous en parler parce que c'est un projet très très long. Mais voilà, on a commencé par ce projet-là, qui était un projet beaucoup trop ambitieux pour nous. C'était un long métrage de fiction avec le Japon, il n'y a pas d'accord de coproduction. Enfin voilà, ça me paraissait être un truc énorme à faire. Et puis c'était la première rencontre avec Damien. Ouais. Donc on s'est dit, Damien, on va travailler d'abord sur un autre film, un film peut-être plus facile. Un film, donc Damien avait plein de films dans les tiroirs. Il nous a sorti même un autre film sur la vie d'Henri Darger, qui est un super scénario qu'on a dans les tiroirs aussi, mais qui était encore trop ambitieux. Et il nous a parlé de ce projet-là. Et on s'est dit, voilà, il y avait la question climatique, la question de l'environnement, la question de l'anthropocène, il y avait plein de questions actuelles qui nous intéressaient à moi et à Marie. Et on a commencé à partir sur l'écriture de ce film-là avec Mathieu Lamotte, qui est le coproducteur, qui a une société qui s'appelle AA Productions, qui a produit les précédents films de Damien. Et Damien avait envie de s'entourer d'une autre équipe, enfin en tout cas de grossir son équipe de production. Donc on s'est très bien entendu avec Mathieu et on a décidé de partir sur ce film-là. Alors évidemment, c'est film au Svalbard. Enfin, j'arrête, je te laisse. Non, c'est ça. Okay. Là, à l'image, on a le synopsis qui est long, mais on avait juste à l'instant un court résumé, mais tu peux nous en dire un petit mot, bien sûr. Oui, donc c'est sur un territoire... Alors sache que juste après, il y a les 3 minutes d'un extrait du teaser. J'en parle après. Est-ce que tu veux qu'on le voit tout de suite? Oui, peut-être c'est mieux. Très bien.
Donc on a fait un premier repérage, ça c'est les images qui nous ont permis de... Enfin on a fait un premier repérage et ça c'est les images de ce premier repérage. On a eu le CNC qui nous a aidé à partir, justement on a eu un déblocage de fonds pour partir faire ce repérage qui était un peu coûteux. On a pu faire ce teaser et ce qui nous a permis d'arriver à convaincre, en tout cas enclencher une discussion avec Arte, la Lucarne. On est en discussion depuis un petit moment avec eux. Le film bouge en permanence. Le film, c'est vrai que c'était un film qui était avec énormément de lieux. Là, c'est marrant. Alors, dans ce teaser-là, on n'a pas vu la base scientifique. Hein. Ouais. Avant, il y avait une base scientifique, il y avait 4 lieux. Ça s'est recentré sur 2 lieux. Maintenant, ça se recentre sur Pyramiden, parce qu'en fait, quand il est parti là-bas, donc il est allé à Pyramiden et il a rencontré donc Vladimir et Elena qui sont des habitants en fait de cette cité abandonnée. Et ces gens-là ont trouvé en fait des vieilles bobines de films qui n'y étaient pas dans le premier teaser et qu'on a rajouté là. Des vieilles bobines en fait de l'époque soviétique et en fait le réalisateur fait rentrer cette trouvaille dans le scénario maintenant. C'est quelque chose qui plaît beaucoup à nos interlocuteurs, notamment à Arte. Voilà, cette histoire de vieilles bobines trouvées qui appartient à des fonds russes. Donc là on est en train de chercher un peu à qui appartiennent ces vieilles bobines. Et ces vieilles bobines ont pris un statut complètement différent, vu qu'on ne connaissait pas leur existence. Pardon. Et donc, du coup, maintenant, elles font partie. C'est pour ça que je te dis, le dossier a changé récemment. Là, on est en train de discuter justement avec l'Institut russe à qui appartiennent ces bobines pour voir si on peut les exploiter. Visiblement, on pourra les exploiter. Donc, ça a un peu changé l'orientation du film. La base scientifique n'y est plus. Maintenant, on est avec Pyramiden, avec Harald, qui est cet ermite incroyable que Damien a rencontré et qui vit donc et qui vit là-bas et qui observe la fonte des glaces. Et avec cette idée donc de trouvailles de films et Vladimir et Elena qui tentent de retrouver un peu les traces d'un monde perdu et de recréer un peu un univers dans cette ville complètement fantôme où on se déplace avec un fusil parce qu'il y a des ours. Donc voilà, donc là c'est un film qui va passer en phase de production. Okay. On est censé partir en septembre en tournée. Et ici en région, le financement région? Oui, on a eu le CNC, la région, la ProCirep en développement. On a l'Institut français polaire qui nous suit, dû à ces trouvailles de bobines. Hein, ça les intéresse énormément et on est en train de proposer des expositions après le film à Oslo sur justement ce lien-là avec ces bobines de films. Donc eux, ça les intéresse beaucoup. Donc on a le soutien de l'Institut français. Oui, la région, ça a été le premier... ça m'a permis de prendre ma place, moi, en tant que productrice ici en Occitanie, dans le projet, de pouvoir le porter et le présenter aux chaînes et tout ça. Et là, à l'image, on a une des pages, mais de la précédente version. Et c'est vrai qu'en échangeant avec Elisabeth, avec plusieurs étudiants, il y avait aussi cette question de fabriquer un dossier. Voilà, il n'y a pas besoin d'en parler très longtemps. On comprend qu'il faut un soin aussi, et c'est important pour le plaisir de la lecture, se dire que c'est une promesse d'un film et que potentiellement que le soin apporté aussi à un document, on le retrouvera aussi à toutes les étapes jusqu'à la post-production. Oui, bah c'est notamment le teaser. Le teaser, on n'avait pas assez d'images, on appelle ça un teaser de repérage parce qu'on n'avait pas assez d'images pour faire ce teaser-là. Ouais. En même temps, c'est quelque chose où il fallait montrer la forme du film un petit peu, donc d'où ces cartons noirs qui expliquent. Voilà, tout ça, c'est des choses qui évoluent en permanence et qui sont des outils évidemment hyper importants pour séduire des commissions, pour séduire des diffuseurs. Ils sont en constante évolution parce qu'on a des retours en permanence, donc on change en permanence, non pas le film, mais l'axe en tout cas, où on met en avant Là, on est en train de mettre beaucoup plus en avant Vladimir et Elena, parce que Damien a eu une relation beaucoup plus privilégiée, qui a ses histoires de bobines, tout ça. Donc tout ça, ça change petit à petit. Évidemment, le dossier... c'est hyper important parce qu'il faut que ça soit visuel. Là, on est sur un territoire assez complexe, avec des lieux complexes. Du coup, il fallait avoir un dossier clair
même si du coup ce dossier-là a été encore plus simplifié pour arriver au dernier dossier qu'on a là. Mais oui, tout ça c'est hyper important et c'est en permanence un aller-retour entre les écrits du réalisateur et les envies du réalisateur et les frustrations du réalisateur et les envies de la production et le regard de la production. Enfin, nous, on est confrontés aux chaînes, on est confrontés aux commissions, donc forcément, des fois, on dit il faudrait peut-être orienter comme ça. Donc voilà, c'est une discussion en permanence, évidemment, avec le réalisateur, l'équipe de production et les commissions. Et là, dans la note de production qu'on a l'image, et Damien le dit, je crois même que c'est le sous-titre, hein, c'est quoi un documentaire d'anticipation ? Comment on va le voir et comment on va le comprendre ? Alors ça, c'est Damien qui parle de documentaire d'anticipation. L'idée, c'était de se projeter un peu sur... Harald nous dit qu'il voit cette fonte des glaces, qu'il est en première ligne pour voir la fin du monde et cette fonte des glaces. L'idée de Damien, c'était pas du tout de faire un film catastrophe en disant on est foutu. Voilà, c'était pas du tout ça l'idée. L'idée, c'était d'anticiper en fait une nouvelle façon de mettre en place des choses pour recréer de la vie, recréer. Donc il y a cette ferme de permaculture qui est quand même assez un truc assez incroyable, qui est vrai, hein, c'est pas. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une ferme dans le Svalbard et qui arrivent à faire pousser des plantes. D'ailleurs, ils vendent ces légumes à des petits restaurants, aux petits restaurants de Pyramiden, ce qui est quand même fou. Donc c'était cette idée d'anticiper un nouveau monde, un nouveau monde avec des... Donc voilà, ça c'est... Après, je connais pas exactement, mais c'est un terme littéraire, enfin voilà, c'est très utilisé, voilà, c'est un mouvement, tu le sais. Oui, non, c'est que vous le précisez, effectivement, oui, c'est une référence effectivement littéraire. Mais surtout, ce qu'on comprend en lisant Damien, c'est que l'anticipation, parfois on peut être associé par ailleurs à la science-fiction ou au fantastique, alors que là, l'anticipation, c'est que le demain, c'est presque aujourd'hui, et les catastrophes que nous annonce pour plus tard, on les vit en ce moment. Exactement. Voilà, donc c'est en ceci que je pense qu'il y aura, mais c'est en ceci d'ailleurs que je trouve ça très intriguant et que ce projet me passionne, c'est que la frontière va être extrêmement mouvante et poreuse. Et c'est pour ça que c'est un projet pas facile en termes de production, parce que c'est un projet où on te dit souvent, revenez avec le premier montage. Oui. Parce qu'évidemment, là, on fait entièrement confiance au réalisateur. Donc, ouais. Alors, tu as cité plusieurs noms, et ça, c'est très précieux, et on a toujours besoin de ce rapport incarné au film. On sait que ce sont des équipes, et c'est important de dire les noms. Et je t'ai demandé, pour les métiers de la post-production, qui fait quoi ? Les métiers et les personnes. Alors, à l'image... on va forcément parler à un moment de Jean-Paul Hurier et de Sarah Bande. Et il y a aussi les deux photos de Cécile Mella, de Graziella Zanoni, étalonneuse, et Céline Kelepekis, monteuse. Et donc, il y a plusieurs noms qui sont cités et plusieurs métiers. Alors, ce serait difficile, peut-être, de manière didactique, de reprendre chacun des termes et de faire une espèce de lien hypertexte dessus pour donner une définition en 30 secondes de chaque terme. Mais malgré tout, ces métiers-là de la post-production, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ces étapes et de ces personnes ? Moi, déjà, c'est des gens qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Donc, déjà, ça part de là. C'est des super rencontres. Enfin, je pense beaucoup à Graziella, qui est une très chouette rencontre. C'est des gens qui fabriquent des films, vraiment, qui sont dans la fabrication pure. Du coup, les étapes de la post-production, ça commence avec la gestion de rush, où on va faire un petit cours où là, il s'agit de récupérer les rushs du tournage et puis de les synchroniser, de les préparer pour le monteur ou pour l'assistant monteur. Ensuite, on a le montage image. Donc là, en montage image, il y a Florence Jacquet, Florence Jacquet, Céline Kelepekis et Mathieu Blanc, qui sont des gens avec qui on travaille régulièrement. Donc ça, c'est une phase très très importante, en collaboration évidemment étroite avec le réalisateur, qui sont des temps assez longs selon si c'est des films d'archives. Je pense à Mathieu Blanc qui travaille sur les films de Cédric Tourbe, où c'est des temps de montage évidemment très longs. On est sur 4-5 mois de montage, parce que là c'est que de l'archive, donc il faut recréer une histoire à travers des archives, c'est pas la même chose.
Ensuite, le montage image, on a le montage son. Ouais. Où là, du coup, ça, c'est plus la partie évidemment de Sarabande avec Jean-Paul, Gilles et Florian, Jean-Paul Hurier, Gilles Bénardeau et Florian Thiebaud, qui sont nos collaborateurs sur la partie son. Après, on a le mixage et l'étalonnage. Mixage son et étalonnage qui se passent en général en même temps. Ouais. Enfin, en même temps ou à des étapes. Ça, c'est une étape hyper importante. Hein, donc, l'étalonnage avec Graziella, où là, on parle d'uniformiser la couleur de. Enfin, je dis ça grossièrement, elle m'engueulerait si elle m'entendait parler comme ça. Mais voilà, où là, on travaille un peu plus. Sur la couleur de l'image, où on décide de faire ressortir des choses dans l'image, on décide d'en atténuer. Voilà, donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment aussi les envies du réalisateur, qui, comme pour le mixage. Ouais, qui se traduisent aussi à ce moment-là, bien sûr. Ouais. Et après, il y a le mixage donc, avec Jean-Paul Hurier ou Gilles Bénardeau, où ça, voilà, c'est la partie équivalente du montage, de l'étalonnage, mais pour la partie son. Et après, on a toute la partie laboratoire, infographie, graphiste, tout ça, qui est toute la partie assemblage donc, du son et de l'image, le générique de début, de fin, les synthés, donc les petits noms qui sont affichés en bas quand les gens parlent, s'il y en a. Et puis après, toute la partie sortie et livraison, donc soit aux chaînes, soit aux salles de cinéma. Donc ce sont autant de métiers, de personnes, de spécialités, de vocabulaire, de champs sémantiques, terminologie très précis. Tout ça qui est supervisé par un directeur de post-production. Alors, et Sarabande, l'arrivée de Jean-Paul Hurier, ça a été un événement, on était nombreux à mesurer la chance que ce territoire avait de l'accueillir. Oui, ça a été une super rencontre parce que nous, on avait toujours développé la post-production au sein de French Kiss, mais c'était pour faciliter nos productions, on va dire. C'était pour nos propres productions à nous. Petit à petit, on s'est tourné vers l'extérieur, on a vu qu'il y avait de la demande, on a rencontré des techniciens, notamment talentueux comme Graziella, où avec cette rencontre, on s'est dit, mais enfin moi, ça a été vraiment, je me suis dit, c'est hyper intéressant cette partie de fabrication du film. C'est hyper intéressant de l'anticiper avant, c'est hyper intéressant quand tu produis un film de savoir ce que c'est que la post-production, parce que ça arrive souvent en fin de course, en fin de budget, en fin de... Voilà. Donc c'est très intéressant de l'anticiper avant. Donc du coup, nous, on s'était lancé dans cette partie-là. Mais c'est vrai que l'arrivée de Jean-Paul et cette rencontre fait que voilà, Jean-Paul, ça fait longtemps qu'il fait ce métier, il est reconnu, et ça a été un plaisir de parler de la post-production avec eux et de développer cette partie-là. Et donc eux, en tout cas nous on faisait que de l'image et eux sont arrivés avec la partie son et l'envie aussi d'aller vers du long métrage, vers des projets plus ambitieux et qui pour nous était hyper intéressant, quoi. Voilà. On est en plein dans le début et le lancement ça fait 1 an et là on termine l'auditorium long métrage là dans très peu de temps. Donc c'est tout récent. Alors ça, et Sarabande et le travail que vous faites ensemble, c'est une des dates que tu m'as citées quand je t'ai demandé d'en citer quelques-unes. Ah bah oui, pour le parcours, j'ai un tout petit peu ajusté. Et voilà, tu as cité les Beaux-Arts, Cergy Pontoise. Donc c'est en tout cas la date à laquelle tu viens de faire référence, à savoir mai 2020, Joseph Dorel à Cannes et l'installation avec Sarabande. Mais peut-être remontons dans la chronologie. Et effectivement, tu en as fait référence parce que c'est toujours très présent, bien sûr, dans ta sensibilité, dans ton attirance, dans ton appétence pour certains dossiers. C'est cette formation que tu as suivie. Oui, ça a été une super école. J'ai fait mes premières années à Nîmes et puis je suis partie... J'ai eu la chance d'être prise aux Beaux-Arts de Cergy, qui était à l'époque une école très art vidéo, comme il y en avait la Villarson, oui, la Villarson à Nice. La Villarson à Nice, ouais, voilà, il y avait des écoles qui étaient très vidéo, recherche,
je me souviens plus de tous mes noms, mais voilà, enfin en tout cas. Et cette école, elle a été géniale pour moi. J'ai fait 6 ans dans cette école. J'ai rencontré plein de gens. J'ai touché à. Enfin, c'était hyper intéressant parce que c'était une école où on faisait. On travaillait sur plein de disciplines différentes. Évidemment que c'était pas spécialisé dans le cinéma. Moi, c'était la spécialité art, donc c'était très large. À l'époque, il y avait art, design, je sais plus, enfin, design industriel ou je sais plus trop ce que c'était, mais moi j'avais l'option art. Et du coup, on faisait évidemment un peu de cinéma, même beaucoup, avec de la théorie du cinéma, mais aussi de l'analyse de films, avec un prof que j'adorais. On a fait du montage, on pouvait choisir en fait plein d'expressions. On faisait de l'expression corporelle. On avait Judith Perron, chorégraphe, qui nous donnait des cours. Donc voilà, donc on a mangé comme ça pendant des années et des années avec des étudiants à l'international. On avait énormément d'étudiants coréens, japonais. Enfin, c'était rempli, ces écoles étaient remplies de ces étudiants-là qui faisaient des petits dessins très beaux. Enfin voilà, avec ce système d'atelier où tu partages de la fabrication. Et à ce moment-là, tu penses que tu vas faire quoi quand tu sors Je savais pas. Enfin, j'avais très envie de faire de la réalisation. Et d'ailleurs, j'ai commencé à réaliser des films. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai choisi de proposer pour mes 2 diplômes des Beaux-Arts, donc 3e et 5e année. C'était des films très arty, plans séquences, enfin voilà, il y avait avec les références comme Chantal Akerman et tout ça, voilà, tu connais un peu. Donc c'était vraiment, mais c'était hyper bien. Après, ce que je ne savais pas du tout, parce que l'enseignement et notamment cette école, c'est quand même une grosse. Enfin, on te met la tête dans une machine et puis on tourne pendant 5 ans. Et franchement, tu sais pas, il n'y en a pas beaucoup qui savent ce que tu veux faire après. Mais en tout cas, tu sors de cette école avec une détermination. Mais l'année suivante, en 2009, ça se précise, l'association avec Julien Matta et French Kiss. Oui, je rencontre Julien en revenant du coup vivre ici en Occitanie. Julien avait déjà son entreprise, mais qui était vraiment très film de commande. Et du coup, on décide ensemble, enfin je lui propose en tout cas de développer toute la partie cinéma et documentaire. Au début, c'était et films d'artistes, parce qu'au début, c'était avec mon réseau des Beaux-Arts. Donc c'était avec Julia Grossman qui avait fait des études avec moi. C'était avec Aaron, tu vois, je vois qu'il y a To the Wolf, qui est du coup le premier film qu'on a produit avec Julien, de 2 réalisateurs anglais, Aaron, attends, je me souviens plus. Joseph, non, celui-là, c'est Aran et Christina, oui, c'est ça. Parce qu'on a fait plein de films après avec eux. Ça, c'était des réalisateurs anglais qu'on avait rencontrés via des réseaux qu'on avait, parce qu'on allait souvent en Angleterre. Et ça, c'était des réalisateurs, c'était vraiment du cinéma direct. On partait, on allait dans le métro à Londres, on posait la caméra, on discutait avec des sans-abri ou voilà, on posait la caméra et on faisait un film de tant de minutes. Voilà. Et on arrivait à sortir des chouettes films qui étaient diffusés dans des festivals sans budget, sans rien. Voilà. Et donc on a décidé de faire ce long métrage avec eux, qui est le premier long métrage de la société, long métrage documentaire, tourné en Grèce. C'était le petit village de Christina Anibania, je crois qu'il s'appelait, ce petit village en Grèce. Et en fait, ce film, il est arrivé quand ça explosait à Athènes, il y avait des énormes manifestations, tout ça. Ce film est arrivé au moment où, enfin on l'a présenté à la Berlinale, quand il y a eu tout ce truc en Grèce, et donc il a été sélectionné pour sa qualité évidemment artistique, mais aussi pour le lien avec l'actualité qu'on n'avait pas du tout mesuré à l'époque. Et il a été présenté, ça a été le premier succès un peu, et on s'est dit, allez c'est parti, on fait des films financés. Et là, il y a eu La Région qui a été le premier, je me souviens. Et après, tu précises aussi dans ce choix de date, 2015, le premier film post-produit pour autrui, amorce de la création des studios. Ouais, ça c'était. Je me demande si c'était pas un film de François Rabaté. Ah oui. Qui était. Alors je sais plus lequel. Tourné à Béziers. Ouais, mais je sais Place plus. publique, peut-être. C'était. Oui, parce qu'il y en a eu 2, je me souviens plus. Le premier, voilà, certainement Place publique, produit par Alexandre Allier, je crois d'ailleurs, la générale de production, avec qui on travaille maintenant.
Oui, ce film-là, on avait des studios dans notre appartement et puis on nous a demandé de le louer pour... donc c'était avec Graziella, je crois que les premières prestations de post-prod, c'était avec Graziella, avec l'étalonnage. Donc elle faisait ça dans notre appartement au début, on en a reparlé il n'y a pas longtemps, c'était rigolo. Et puis après on s'est dit, mais en fait c'est super de post-produire des films pour d'autres personnes, parce qu'on vivait isolé de Paris, enfin on n'était pas à Paris, et ça nous permettait de rencontrer plein de gens. Moi ça me permettait de rencontrer des techniciens, des réalisateurs, des sujets, des pays, tu vois, donc c'était hyper intéressant et on s'est dit, allez bingo, on fait ça. En plus de la production. La date suivante, elle est très précise, c'est le 19 octobre 2016, l'équipement et installation des studios à Montpellier avec l'aide du CNC. Ouais, ça c'est surtout aussi l'aide du CNC. Ouais, ça c'est. À l'époque, on avait une partie aussi film de commande qui nous, comme beaucoup de sociétés, qui nous permettait d'alimenter un peu nos fonds. Et ça nous a permis en fait de déménager et d'aller s'installer du coup à Montpellier et d'ouvrir des vrais studios de post-production. Qui a été ce projet a été appuyé par du coup le CNC, l'aide à l'industrie technique, et qui nous a vraiment soutenus. Et en plus de nous soutenir financièrement, ils nous ont vraiment soutenus. Ils sont venus nous voir, ils ont suivi le projet de très près. Et ils nous ont incités à délocaliser des outils de post-production en région. Donc c'était chouette d'entendre ça du CNC. Et on a parlé de l'installation avec Sarah Bande. Mais tu l'associes aussi à mai 2020, la sélection de Josep Dorel à Cannes. Disons que en fait, le travail avec Aurel et les films d'ici sur les studios, ça a été hyper important pour nous parce que déjà, c'était la phase où on déménageait de nos premiers studios et on allait s'adosser avec Sarah Bande pour développer vraiment toute la post-production et partir aussi vers le long métrage. Et ça a été on nous a fait confiance, déjà c'était super de faire confiance à une société d'ici de post-production pour faire un film aussi ambitieux. Et ça a été hyper intéressant de travailler sur ce projet-là. C'est une rencontre avec Aurel. C'est une rencontre avec l'histoire qui raconte là, que je ne connaissais pas et qui est une histoire hyper intéressante, où en fait il y a plein de gens de ma famille qui avaient des liens avec cette histoire, donc c'était très intéressant. Et c'était le premier long métrage que les studios, en tout cas qui sortaient des studios. Donc ça a été hyper important pour nous. Et en plus, on a eu, voilà, tout le monde a joué le jeu pour parler de cette fabrication aussi, qui était une fabrication ici en région. Donc ça, c'était super important pour nous. Oui, on se rend compte en fait que, en fonction des sujets, des métiers, des personnes, combien ce film a fédéré, réuni beaucoup d'énergie, de compétences. C'est un gros investissement en fait humain. Financièrement, il y a eu le soutien de la région qui a été important, du Mémorial Rivesaltes. Et puis, on se rend compte à toutes les étapes, les salles de cinéma, les festivals. Et aujourd'hui que les salles sont ouvertes, il y a pas mal aussi qui ont prévu de le projeter à nouveau. Il y a des centaines de salles qui le passent dans toute la France. Donc, on se rend compte aussi que sous cet angle dont tu viens de parler également, qu'il y a un impact et très fort, et c'est vraiment une locomotive. Oui, et ce film, c'est hyper important. Moi, je trouve que ce film, ça a été important. En tout cas, ça a été important dans les développements des studios. Ouais, bravo à Aurel et bravo à Serge Laloux, son producteur. Alors bravo, merci pour ces dates que tu as citées. J'étais un peu surpris que tu ne cites pas la date du 27 juin 2011, qui est le jour où on a parlé longuement au Sunnyside à La Rochelle. J'ai un souvenir très ému. Tu allais me sortir une photo de cette rencontre. Non, du tout. C'est un souvenir que j'ai d'un long échange sur vos projets. Au prochain, je le rajoute. À La Rochelle. Les sources d'inspiration, on arrive à la conclusion. On avait promis que ça durait 1 heure. Il est 23 et on aura terminé dans 3 minutes. C'est toujours précieux, je trouve. Et en même temps, tu l'as dit déjà, tu as cité Chantal Akerman, et on comprend le champ culturel dans lequel tu es, les sources d'inspiration, tes pratiques culturelles de lecture. Est-ce que tu veux bien commenter, peut-être, tu nous as dit Michel Chion, le son au cinéma. Il y a Akerman, il y a Tarkovsky, il y a un photographe, William Eggleston, il y a Kiarostami qui est cité, et tu as insisté aussi en disant aujourd'hui c'est Guy Roddy. Tu choisis celui que tu veux et tu nous en dis un mot. Ah, je choisis celui que je veux. Si tu veux, ou chacun, mais je veux bien dire, s'il te plaît. Non, Michel Chion, c'est rigolo, mais je suis rentrée dans le... En tout cas, je me suis intéressée à la post-production par le son, alors que je ne connais rien du son en post-production, mais c'est Michel Chion avec ce qui se passait hors de... Tu vois, le son hors champ qui m'a... Je me suis dit, ah ouais, on peut faire plein de trucs.
Chantal Akerman, bah, c'est les Beaux-Arts, c'est Jeanne Dielman, c'est, tu vois, tous ces films qui ont bercé toutes mes réflexions, mes soirées des Beaux-Arts. Andrei Tarkovsky, bah, ça c'est une grosse claque de cinéma. Alain Guiraudy, bah, c'est toujours des super surprises, et des films de territoire, avec des films de caractère, où tu ne sais plus où tu es, tu ne sais plus à quelle époque tu es, tu ne sais plus dans quel endroit tu es, mais tout fonctionne. Donc, je fais très vite. Non, mais c'est très... William Eggleston, bah, ça c'est tu vas à l'essentiel, c'est intéressant pour Guiraudy. Que j'adore, qui m'a appris à reconnaître un bon cadre, on va dire. Et à travers les Oliviers, Abbas Kiarostami, bah, ça c'est aussi... en gros, ça c'est Tarkovsky et Kiarostami, c'est des films que je regarde régulièrement. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde de lire Le temps scellé de Tarkovsky, qui est un chef-d'œuvre. Et ben voilà, c'est dit. Voilà. C'est dit pour les étudiantes et étudiants qui sont devant leur poste en ce moment, devant leur écran. Plusieurs, en fait, sont dans une classe et sont en train de suivre la rencontre. Ben, on arrive à la conclusion. Je te l'avais dit, ça allait être rapide. Peut-être une ultime question en tant que productrice aussi sur ton quotidien. C'est quoi ta semaine et c'est quoi ta journée? Là, il est 16h30. Tu fais quoi dans une heure? Tu enchaînes sur quoi? Et juste avant de venir, tu faisais quoi? Juste avant de venir, on a fait une réunion de production sur Effondrement pour des nouveaux envois à Arte, justement, sur le dossier, avec mon équipe de production qui est Marie Baldo, Maria Léon qui est une stagiaire que j'aime beaucoup, avec qui on travaille et on développe plein de projets, et Nathalie Combe qui est en consultante extérieure sur pas mal de mes films, ou qui m'aide à faire un petit point sur tout ça. Après, j'ai une réunion avec un nouveau réalisateur qu'on va produire pour un long métrage de fiction. Je vous en dirai un peu plus la prochaine fois. Et mes journées sont bien remplies et ne sont pas assez grandes pour faire tout rentrer dedans. Bon, ben on vous souhaite beaucoup à toi et On a eu une rencontre récemment sur métier de producteur-productrice et on a pu rappeler combien vos métiers suscitent et méritent beaucoup d'admiration et de soutien, parce que ce sont des métiers très difficiles. Merci Alice. Toi, et puis la prochaine rencontre qu'on va faire, c'est le 27 mai avec Dominique Cabrera et Julie Savelli, à l'occasion de la sortie de l'ouvrage de Julie qu'elle a coordonné, L'intime et le politique. Et j'ai très hâte à la fois du déroulé de la rencontre, mais aussi de sa conclusion, à savoir, on arrête les réunions Zoom et on se retrouve dans des salles de cinéma, dans des médiathèques, parce que voilà, les salles ont rouvert. Et on vous souhaite aussi beaucoup de succès, Élodie et Elisabeth. On vous souhaite d'exercer vos métiers, d'exercer vos passions, et ainsi qu'à tous les étudiants d'ACFA. Voilà, donc un grand merci à Cédric et à Thibaut et à vous tous. Vous êtes derrière en ce moment pour le son. Voilà, donc on se retrouve dans des salles de cinéma aussi, et pourquoi pas pour aller voir Slalom, revoir Joseph, Drunk ou ADN. Pour ma part, c'est Drunk que j'ai pas vu, que j'irai voir ce week-end. Voilà. Alors, en théorie, en fait, quand on fait ces rencontres, on aime bien dire que s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Mais comme on est dans cette forme-là, je ne me rends pas bien compte si certains veulent réagir. Mais en tout cas, cette vidéo-là deviendra aussi une ressource qui pourra être consultable et qui sera sur notre site. Donc le plus simple, c'est de conclure, de vous souhaiter une bonne après-midi. Ça a duré 1 heure et de vous dire à bientôt. Merci.